Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre plateforme dédiée à l'immobilier, Immobilier d'Afrique. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre confiance et d'avoir regardé les 2 premiers épisodes. Le premier avec notre invité Pathé, qui est promoteur immobilier, qui nous a parlé de rendement locatif, qui nous a parlé de location courte durée, qui nous a parlé de son aventure en tant que promoteur immobilier. Et le deuxième épisode avec Mamital, qui nous a parlé de conception architecturale, d'utilité des différentes pièces, d'urbanisme et de développement vertical, entre autres, parmi plein d'autres sujets. Nous allons aborder, à travers les prochaines semaines, différents sujets, tels que le montage de projets immobiliers, tels que le montage de dossiers pour accéder à du crédit bancaire, tels que la réussite d'investisseurs et d'autres projets architecturaux. Nous aborderons plein de sujets. Également, je tiens à inviter un panel très différent et très éclectique d'invités, que ce soit des sportifs, que ce soit des directeurs de sociétés, que ce soit des promoteurs ou des investisseurs, afin que nous puissions avoir des conversations sur l'immobilier le plus large possible. Aujourd'hui, dans l'épisode que vous allez voir, nous posons nos valises à Abidjan. C'est le premier épisode que nous tournons concernant la Côte d'Ivoire, puisque nous nous appelons Immobilier d'Afrique. Naturellement, nous n'allons pas traiter que d'un seul pays, mais de plusieurs pays sur ce magnifique continent. Nous recevons Fabienne. Fabienne, qui est une entrepreneure spécialisée entre autres dans le secteur de l'immobilier et dans le secteur de la mode, avec 8 années d'expérience dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Elle va aborder avec nous plein d'enjeux essentiels liés à l'investissement, notamment l'investissement locatif au niveau de la Côte d'Ivoire, plus particulièrement d'Abidjan. L'emplacement étant un point important, nous allons longuement en parler. Le rapport qualité-prix, très important également. Et elle nous mentionnera une anecdote très croustillante sur sa plus grosse transaction immobilière. Et ça, c'est un passage qui est très intéressant. Avant de plonger dans ce nouvel épisode, j'aimerais parcourir avec vous quelques termes que l'on emploie parfois dans le secteur de l'immobilier et que j'aimerais vulgariser et définir avec vous afin qu'ils deviennent maintenant des secondes natures. Alors, parmi ces termes que l'on emploie parfois sans s'en rendre compte, il y a le terme de VFA qui constitue la vente en l'état futur d'achèvement. On peut résumer cela pour de manière très simple et schématisée, dire qu'il s'agit d'acheter un appartement neuf avant qu'il n'ait été utilisé et lorsqu'il aura été construit par un promoteur. Nous allons aussi parler d'investissement locatif. Il s'agit ici du fait d'investir et d'acquérir un bien immobilier dans le but de générer des revenus en le louant. Nous parlerons également aussi de rendement locatif, c'est-à-dire c'est un indicateur qui s'exprime en pourcentage et on l'obtient en divisant les revenus que génère un bien immobilier, admettons à l'année 10 millions de loyers par an, et on divise cet indicateur par le coût d'investissement, c'est-à-dire le coût d'acquisition que l'on majore des frais de notaire, ce qu'on appelle aussi les frais de mutation. Lorsqu'on emploie le terme de transaction immobilière, on parle à la fois d'une acquisition, mais également d'une vente. Et lorsque l'on parle de gestion locative, on parle de l'ensemble des actions et des tâches qui sont menées pour pouvoir faire fonctionner le bien immobilier, le mettre en location et s'assurer qu'il ait une performance durable sur tous les aspects liés à la gestion d'une location lorsque l'on reçoit dans son bien immobilier un locataire encadré par un contrat de bail. Donc ça va de la signature du contrat de bail, de la recherche du locataire, de la perception des loyers, la perception des charges et de toutes les autres tâches qui concernent la mise en location de votre bien immobilier. Durant les prochains épisodes, restez bien connectés parce qu'on aura des invités tout à fait prestigieux et intéressants qui partageront leur passion pour l'immobilier. Et l'un de nos prochains épisodes nous amènera au Bénin, donc restez connectés. C'est la transaction qui m'a le plus marqué. Le prix de vente était d'environ 4,5 millions d'euros. Waouh. Dans les transactions que je faisais, j'arrivais jamais à dépasser le milliard de francs CFA. Parfois, je vois des investisseurs, on les appelle les tontons, qui sont expérimentés. Ils arrivent sur un bien, en 3 secondes, ils disent « ça m'intéresse pas ». Et ça, c'est l'œil aiguisé d'une certaine clientèle qui doivent être super exigeants à gérer pour toi, non ? Moi, mes clients, ils cherchent un rendement à 2 chiffres. Waouh. Si je peux pas leur proposer des biens qui ne génèrent pas minimum 10%, ça les intéresse pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Immobilier d'Afrique. Aujourd'hui, je me trouve en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous allons donner la parole aux experts, parler d'immobilier sur le continent africain,
Et aujourd'hui, mon invité, c'est Fabienne. Fabienne qui est dans les transactions immobilières, la gérance locative. Elle va nous partager son expérience riche de 8 ans sur la capitale ivoirienne dans le secteur de l'immobilier. Donc sans plus attendre, Fabienne, bonjour, comment tu vas? Bonjour Marc, je vais bien et toi? Ça va, super. Déjà, je te remercie d'avoir été disponible et d'avoir été capable de répondre à l'appel pour parler de ton secteur et de ce que tu fais. Avec grand plaisir, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Bah, c'est gentil. Aujourd'hui, on va en tout cas mettre en avant ce que tu fais sur la partie immobilière et un peu informer le public qui nous regarde de ce qui se passe un petit peu sur le marché ivoirien, plus précisément à Abidjan, par rapport à ce que toi tu as connu, tu as vécu, etc. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Oui. Alors, je suis Fabienne Dervin, entrepreneur dans l'immobilier depuis 8 ans. Je suis également entrepreneur dans le secteur de la mode avec un concept store depuis 6 ans. Donc, je suis rentrée à Abidjan depuis 2013 et j'ai poursuivi mes études en Europe. Donc, à Paris, j'ai un bachelor en business de l'université américaine et un master de King's College en management international. Ok. Voilà. T'es resté un petit peu travailler à Paris après tes études, t'es rentré J'ai direct? jamais travaillé pour qui que ce soit. Ok. La seule fois où j'ai travaillé en entreprise, c'était pendant des stages Ok. entre mon bachelor et mon master, mais c'était des stages très courts, voilà. Donc j'ai aucune expérience en entreprise, Est-ce qu'on peut dire que tu as l'âme d'un entrepreneur en fait? complètement, comme ma Ouais. grand-mère. Ouais, comment tu expliques ça? Comment on le vit d'avoir l'âme d'un entrepreneur? En fait, j'ai toujours su que j'allais entreprendre parce que j'ai toujours dit depuis petite que j'allais être une femme d'affaires comme ma grand-mère. Parce Ok. que c'est mon premier modèle, on va dire, dans les affaires. Donc, ça a toujours été une évidence. Et ça a toujours été une évidence également que je rentre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que je savais qu'après mes études, j'allais rentrer en Côte d'Ivoire. J'allais pas rester en Europe. Ok. Et qu'est-ce qui t'a animé pour faire ce retour en Côte d'Ivoire? Quelles ont été les valeurs et les envies qui t'ont poussé? Bon, déjà, j'aime beaucoup mon pays. Mm. Je me sens très bien ici. Donc, je pense que c'est important de vivre dans un endroit où on se sent bien, à l'aise. Et puis, je suis partie du postulat que en Europe ou dans les pays très développés, les entrepreneurs, en fait, doivent créer, ils doivent trouver des nouvelles idées, ils doivent innover. Et nous, dans nos pays, malheureusement, on accuse un certain retard. Donc, il y a encore pas mal de choses qui existent à l'étranger. Pas forcément des business, hein, même des manières de travailler qui existent à l'étranger, qu'on n'a pas la chance d'avoir dans nos pays. Donc, je me suis dit que ce serait plus facile. Je me disais que ça allait être plus facile et surtout plus utile, en fait. Je me suis dit que j'allais être beaucoup plus utile dans mon pays que à l'étranger. Et tu vois, sur cette partie d'utilité, je me vois totalement dans ce que tu dis parce que, ayant grandi en Île-de-France principalement, quand je suis venu m'installer au Sénégal en 2017, je me suis senti plus utile. Complètement. Ouais. Ouais, parce que je pense on peut vraiment apporter une valeur ajoutée, quoi, à notre petite échelle, hein, Bien dans sûr. l'économie du pays dans lequel on vit, quoi. Déjà, ouais, juste d'y croire et de s'investir, c'est aussi, ça montre la voie. Parce que quand tu retournes en Côte d'Ivoire pour toi ou que je vais au Sénégal pour moi, tes amis te demandent, ah, mais tiens, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'installes? Et d'une certaine manière, tu fais la promotion de ces pays-là aussi. Complètement. Ok. Et du coup, raconte-nous tes débuts dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, moi, je suis tombée dans l'immobilier un peu par hasard. Donc, j'ai un ami qui m'a contactée en me disant que il connaissait quelqu'un qui vivait à Dubaï, qui cherchait un partenaire local pour trouver des clients pour tout ce qui était investissement immobilier à Dubaï. Et donc, du coup, je me suis rappelé que j'avais un ami qui était dans l'immobilier à Dubaï. Et donc, je le contacte et je lui demande, est-ce que tu connais ce promoteur? Donc, c'était Damac, donc qui sont deuxième promoteur aux Émirats Arabes Unis. Et il m'a dit, oui, je les connais très bien. Et je travaille avec eux. Et d'ailleurs, je travaille aussi avec Emar, qui est le leader du marché. Et il me dit comme ça, pourquoi on n'ouvrirait pas une agence ensemble?
Et moi, j'étais vraiment à ce moment-là dans une phase. En fait, j'étais dans ma période où je voulais refuser aucune opportunité. Donc, de manière très spontanée, je lui dis, OK, allez, on ouvre l'agence. Et puis, on a ouvert l'agence en 6 mois. Enfin, je peux plus très bien te dire parce que ça fait quand même un moment. Mais ça s'est passé très rapidement. C'est vraiment parce que j'ai reçu un coup de fil d'un ami et que j'avais envie de sauter sur l'opportunité. Et puis, mon autre ami m'a dit, mais faisons-le ensemble. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Et sur la partie où tu dis que tu voulais refuser aucune opportunité, à cette époque-là, hein, avec ton mindset de l'époque, et quel était le sentiment qui t'animait, qui te poussait à vraiment vouloir refuser aucune opportunité? En fait, moi, j'adore faire les deals. J'adore faire les transactions. J'adore pouvoir apporter de la valeur ajoutée pour mes clients. Donc, et puis, je suis quelqu'un de très ambitieux aussi. Donc, je me suis dit, bon, l'immobilier, ça fait rêver. C'est un secteur qui est prometteur en Côte d'Ivoire surtout. Donc, pourquoi pas? Bien sûr. Raconte-nous un peu le début, tes premières transactions dans l'immobilier, comment tu t'es lancé sur le marché d'Abidjan. Ouais. Alors, quand on a ouvert l'agence, en fait, nous, notre vision, c'était d'être le pont entre des personnes qui vivaient en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, qui étaient intéressées par des investissements à l'étranger, donc notamment Dubaï et le Royaume-Uni. Et donc, on poussait vraiment cet axe-là. Et moi, en rencontrant des potentiels investisseurs et acquéreurs, je me suis rendu compte qu'en fait, ils voulaient pas investir à l'étranger, ils voulaient investir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les rendements sont beaucoup plus intéressants. Et donc, du coup, j'ai dit à mon associé, écoute, je pense que c'est bien de proposer des biens à l'étranger, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le marché local. Donc, on a switché. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est vraiment devenu une agence immobilière classique, entre guillemets. Voilà. Ouais, je comprends. Donc, on n'a pas commencé on n'était vraiment pas... Moi, je proposais pas de produits de biens en Côte d'Ivoire. Je proposais exclusivement des biens à l'étranger, parce que justement, je voulais venir avec une proposition de valeur différente de ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Mais la réalité m'a rattrapée et je me suis rendu compte que finalement, les investisseurs, ils voulaient investir en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Et c'est déjà une grosse preuve d'agilité d'avoir switché de j'ai un modèle où je veux vendre du produit UK ou du produit émirati et je switch à une réalité locale parce que l'opportunité est là. Donc c'est de l'agilité. Il faut s'adapter. Et je pense que ça, c'est propre à tous les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on essaye des stratégies, mais il faut se rendre compte rapidement que peut-être que cette stratégie ne fonctionne pas. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est le fameux concept que j'aime bien, je pense qu'il sera cher à Kai, de fail fast, échouer vite pour passer à autre chose et de ne pas s'ancrer dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi, je vais rajouter quelque chose, c'est passer à l'action, en fait. C'est, OK, j'ai une idée, je la teste, mais je me pose pas trop de questions. J'y vais, et puis ça fonctionne pas, je passe à autre chose, je tire mes conclusions et je passe à autre chose. Et tu as parlé tout à l'heure d'un meilleur rendement entre les produits UK ou Dubaïot versus les produits ivoiriens. À cette époque-là, qu'est-ce que tes clients avaient en tête en termes de rendement? Comment ils voyaient leur placement? Est-ce que c'était pour une résidence secondaire, pour avoir des loyers? Quel était leur mindset de l'époque? Alors moi, mes clients, ils cherchent un rendement à 2 chiffres. Wow. Donc, si je peux pas leur proposer des biens qui ne génèrent pas minimum 10%, ça les intéresse pas. Ce qui est très possible en Côte d'Ivoire, sur le marché. Donc ça a pas changé. Et en général, mes clients achètent pour de l'investissement locatif ou bien pour du patrimoine pour leurs enfants, etc. Excellent. Juste pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, je veux juste qu'on s'arrête sur la donnée du rendement brut, qui est très importante, parce que c'est ce qui permet aux investisseurs de rapidement prendre leurs décisions. Et en fait, ce rendement brut, je pense qu'on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, nous, on prend le loyer, on peut le minorer de toutes les charges, et on va le multiplier par 12 mois pour avoir un peu le revenu annuel. Et ensuite, on va le diviser par le coût d'investissement,
dans lequel on va également mettre les frais de mutation, frais de notaire, environ une dizaine de %. Et là, on obtient ce fameux chiffre que tu donnes de 10%. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le 10% nous permet de dire qu'à peu près en 10 ans, l'investisseur, il se dit qu'il retombe sur ses pieds. Et si c'est du 5%, il va calculer à peu près en 20 ans. Et ça, c'est ce que les investisseurs utilisent comme calcul rapide. Et parfois, je vois des investisseurs, on les appelle les tontons, qui sont expérimentés. Ils arrivent sur un bien, en 3 secondes, ils disent ça m'intéresse pas. Et ça, c'est l'œil aiguisé d'une certaine clientèle qui doivent être super exigeants à gérer pour toi, non? Une des valeurs de notre agence, c'est la satisfaction de nos clients. Donc, c'est vraiment de pouvoir leur proposer des biens qui va leur procurer une réelle satisfaction. Au-delà de la rentabilité, c'est de savoir qu'ils sont en train de faire une bonne affaire. Et avant de rentrer dans le détail justement de la partie transaction de ton cœur de métier, toujours dans la partie du rendement, quand tu travailles avec ces clients, est-ce que plutôt tu as un acheteur à qui tu vas rechercher un bien pour qu'il puisse faire son acquisition, ou est-ce que tu as plutôt un vendeur qui lui va te demander de mettre son bien sur le marché, ou parfois tu as les deux? Raconte-nous un peu ce fonctionnement. En général, mes clients qui achètent des biens, ils sont à la recherche de la bonne affaire. Donc, lorsque je rentre un bien que j'estime être une bonne affaire, un bon deal, je leur en parle, je présente le bien, je présente les avantages, etc. Donc, j'ai plus d'acquéreurs de manière générale dans mes transactions que de propriétaires. Mais il y a des deals où, justement, je suis vraiment l'intermédiaire, je suis l'agent du propriétaire et l'agent de l'acquéreur. Mais d'ailleurs, c'est une des difficultés que j'ai... une des difficultés en étant multi-entrepreneur. Donc, il y a des gens qui me voient que comme entrepreneur dans la mode, il y a des gens qui me voient que entrepreneur dans l'immobilier. Donc, du coup, ça fait que lorsqu'ils ont des questions liées à l'immobilier, ils pensent pas forcément à moi. Et donc, c'est dans des transactions que je me rends compte qu'en fait, le propriétaire, je le connais. Et donc, un des défis, en fait, c'est de pouvoir changer la perception dans l'esprit de certaines personnes que je connais, en fait, parce que c'est de parler plus de ce que je fais, donc pour être sûr que lorsqu'ils ont des sujets, par exemple, qui traitent, qui sont en rapport avec l'immobilier, ils pensent à moi. Ils pensent à toi, ouais. Bien sûr. Et du coup, quand tes clients, ils veulent par exemple aller à l'acquisition d'un bien, tu l'as dit tout à l'heure qu'il y a quasiment plus d'acquéreurs que de biens disponibles. Et en fait, je veux creuser cet aspect parce qu'en fait, on pourrait croire que sur le marché, il y a plein de biens disponibles. Mais en fait, tous les biens qui sont disponibles n'intéressent pas forcément. Voilà, j'allais dire des biens de qualité. Exactement. Donc, est-ce que tu peux définir qu'est-ce qui constitue la qualité pour tes clients? Comment eux, avec leur regard, ils se disent « Ok, discutons sur ce bien ». Moi, je le dis tout le temps et je le répète, pour moi, le critère le plus important dans l'immobilier, c'est la localisation. C'est où est-ce que le bien il est situé. Et ça, c'est vraiment le critère qui est très important également pour mes clients. Et après, ils vont regarder le rapport qualité-prix. Donc, est-ce que le prix de vente proposé et le prix du marché, est-ce qu'il est en dessous, est-ce qu'il est au-dessus, est-ce qu'il y a une marge de négociation? Voilà. Super. Et j'aimerais qu'on puisse mettre l'accent sur les deux points que tu as soulignés que je trouve très pertinents, la localisation et le rapport qualité-prix. On va commencer par la localisation. À Abidjan, spécifiquement, qu'est-ce qui, pour toi et tes clients, constitue une bonne localisation, un bon choix de localisation? Alors, un bon choix de localisation, c'est donc la qualité du quartier. Donc, est-ce que c'est un quartier résidentiel, UP? Il y a aussi tout ce qui est commerce à proximité et puis tout ce qui est infrastructure. Est-ce que c'est par exemple un des très bons quartiers, c'est la Riviera 4, Beverly Hills. Pourquoi c'est un bon quartier? Parce que c'est à proximité des écoles internationales, parce que donc en termes de commerce, pharmacie, etc., c'est assez bien
Enfin, il y a assez de commerces et de pharmacies, etc. T'es à proximité du pont HKB, donc qui relie Abidjan Nord et Abidjan Sud, donc la zone 4, etc. Très bien. Et puis c'est un quartier aussi où tu vois un peu le changement de démographie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, t'as de plus en plus d'ambassades, t'as de plus en plus d'ambassadeurs, t'as de plus en plus de diplomates qui veulent vivre dans ce quartier-là. Ouais. Donc Riviera 4, c'est un des quartiers qui a pris de la valeur et qui continue à en prendre, en fait. Ouais. Pour la petite histoire, moi, mes parents, ils ont déménagé à la Riviera 4 en 1994. Je crois que le prix au mètre carré, quand ils ont acheté leur terrain, était à 15 000 francs. Wow. Aujourd'hui, t'es à minimum 550 000 francs le mètre carré. Et ça, c'est si tu achètes une grande superficie, une grande superficie. Ouais. Parce que si, par exemple, tu achètes un terrain de 1000 mètres carrés, tu peux te retrouver avec un 600 000, voire 650 000 francs le mètre carré. Donc 600 000, 650 000, c'est à peu près 1 000 euros. Mais bon, après, pour peut-être la diaspora, c'est rien, mais bon, pour nous, c'est énorme. C'est des grosses sommes. Et on voit le même phénomène à Dakar où il y a des quartiers Dakar, c'est plus cher qu'Abidjan. C'est incroyable. Comme c'est une presqu'île, on peut pas étendre la ville, on est vite coincé, entre guillemets. Les mètres carrés se vendent à prix d'or. Et justement, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que pourquoi aussi ces quartiers sont prisés par les clients, c'est parce qu'il y a de moins en moins de disponibilité. Donc du coup, dès qu'il y a une opportunité, ils essaient de la saisir, quoi. Et petit crochet de curiosité, j'ai constaté à Dakar que beaucoup de villas étaient rasées pour céder la place à des immeubles R+4, 5, 6, 7 et même plus 15 ou 16 en ville, par exemple. Est-ce que ce phénomène existe aussi en Côte d'Ivoire? Ça dépend du quartier. C'est-à-dire que, par exemple, à la Riviera 4, il n'est pas possible de construire un immeuble, normalement. Avant, il y a certains propriétaires qui ont obtenu des dérogations, mais qui sont de plus en plus difficiles, voire impossibles d'obtenir aujourd'hui. Après, tu as des quartiers comme par exemple Mbadon. Donc, c'est un quartier qui est juste à côté de la Riviera 4. Donc, c'est un peu l'extension de la Riviera 4. C'est un quartier d'ailleurs qui change énormément. Il y a de plus en plus également de profils de personnes aisées qui habitent et qui font des investissements. Où là, il y a la possibilité de construire des immeubles, etc. Donc, ça dépend du quartier. Par exemple, Cocody Ambassade, qui est, j'ai envie de dire, le quartier d'Abidjan, il est quasi impossible d'avoir un immeuble, quoi. C'est vrai que quand je roule dans Abidjan, je vois encore des quartiers entiers que je considère comme plats, où t'as que des villas, et c'est vrai que c'est agréable. Et c'est d'avoir la capacité d'être protecteur envers ça, ça permet aussi de contrôler l'urbanisation et le développement. Donc ça, je trouve que c'est un très bon point. Pour certains quartiers, il y a un réel contrôle sur justement les règles d'urbanisme. Après, il y en a d'autres où c'est un peu moins le cas, on va dire. Et un autre point sur la localisation que je pense on néglige souvent, c'est les embouteillages et la circulation liée à l'école le matin, aller au travail. Et par exemple, dans le cadre d'un investissement locatif d'un de tes clients, comment est-ce que vous analysez les flux, les embouteillages vis-à-vis de ce qu'un locataire percevrait comme un bon emplacement de location? Alors, pour être très sincère avec toi, aujourd'hui à Abidjan, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'embouteillage. À part peut-être Cocody, donc Cocody Centre, Cocody Danga, Cocody Ambassade, c'est une zone qui est plus ou moins centrale. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus facile de circuler dans ce quartier, on va dire, dans ces quartiers. Mais aujourd'hui, tu ne peux aucunement éviter les embouteillages à Abidjan. Donc vraiment, c'est même plus un critère. Ça a été intégré. Après, c'est vrai que, alors c'est là où je vais peut-être me contredire un peu, il y a des zones comme Abata, Faya, etc., qui sont un peu plus reculées du centre d'Abidjan, où là, ça devient un critère de sélection en fait dans un investissement. Ouais. Et par exemple, je fais la comparaison avec Dakar. Il y a un sens des embouteillages. C'est-à-dire que quand tu quittes la ville le matin pour aller, par exemple, aux Almadies, tu seras beaucoup moins contraint que quand tu quittes les Almadies pour venir en ville où là, vraiment, c'est un marathon presque. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là aussi en Côte d'Ivoire? Complètement. Et je vais te donner des quartiers. Le matin, par exemple, c'est plus fluide d'aller de la zone 4 à la Riviera que d'aller, par exemple, de la Riviera au plateau. Ok. Et ça, en fonction des écoles, du travail, etc.,
t'en tiens compte en fait. C'est ça. C'est un très bon point. Ok, merci pour la localisation. Et tu vois, moi, je viens du secteur hôtelier et que la vérité soit faite là-dessus. Hein. C'est location. Location is key. C'est trop important. Tu peux avoir un hôtel de moyen standing, pas très bien fini, mais idéalement placé, qui aura des meilleurs prix moyens et occupations qu'un hôtel mais une beauté, mais qui te provoque des embouteillages si tu veux te rendre dans des endroits, etc. Donc, je pense que la localisation est très importante. Et maintenant, tu as évoqué aussi le rapport qualité-prix. Donc, moi, typiquement, quand tu me parles de rapport qualité-prix, je me dis, en général, les vendeurs, eux, connaissent les prix de marché et donc, ils se positionnent soit au prix de marché, soit au-dessus. Ce qui fait que déjà, on est sur un rapport qualité-prix qui est favorable aux vendeurs. Et donc, du coup, par rapport à ce facteur-là, qu'est-ce qui fait qu'on peut encore trouver des bonnes opportunités de rapport qualité-prix sur le marché si les vendeurs, ils vont toujours se renseigner en se disant, mais attends, dans ce quartier, combien je peux demander? Qu'est-ce qui provoque un bon rapport qualité-prix? Comment on en trouve encore? Alors, en général, une bonne opportunité, c'est quand, par exemple, le propriétaire est coincé et il a besoin d'argent. Par exemple, donc du coup, il veut vite vendre son bien, ou bien il veut vendre son bien parce que il a un autre projet, ou bien par exemple dans des successions, il y a des accords avec, parmi les ayants droit, et puis il y en a qui veulent sortir de l'indivision, donc il faut vendre des biens pour pouvoir indemniser justement ceux qui veulent sortir. Donc c'est un peu ça le type de bon deal quoi. Et ce genre d'informations, elles sont pas sur la place publique. Non. Tu vas pas marcher dans la rue et savoir, lui, il est pressé de vendre, etc. Comment est-ce que une agence efficace, avec les années, réussit à avoir accès à ce genre d'informations? Comment ça fonctionne? Je pense qu'en fait, tout est lié à la qualité du portefeuille client qu'on a, en fait. J'ai de la chance d'avoir un bon réseau. J'ai de la chance d'avoir un réseau aussi qui a confiance en moi. Donc, ils savent qu'ils peuvent me donner des informations clés, des informations confidentielles que je garderai pour moi, quoi. Ouais. Et ça, juste pour ma curiosité personnelle, comment est-ce que tu construis la confiance et comment est-ce que tu développes ce réseau? Quelles sont les compétences sociales et relationnelles que tu utilises pour développer la confiance et le réseau? Alors, pour moi, on développe la confiance à travers la transparence et la communication. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut pas essayer de mentir ou de cacher des informations ou la vérité ou quoi que ce soit. Moi, je marche beaucoup avec. Pour moi, la transparence c'est vraiment très très important et la communication, c'est-à-dire de pouvoir dire les choses. Voilà. Maintenant, le réseau, bon après ça c'est quelque chose de très personnel. Hein. C'est comment tu développes ton réseau, c'est à travers tes études, à travers tes relations familiales. Par exemple, la première activité que j'ai eue, c'était de gérer un café. Et dans ce café-là, j'ai rencontré des centaines de personnes. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un tel réseau parce que j'ai eu l'opportunité d'être en contact avec des gens qui étaient pas du tout dans mon cercle. Ouais. Et c'est ce que j'adore avec le continent africain, c'est que toutes les interactions comptent. Exactement. Dans l'aéroport, à un événement corporate, à un after work, au café, dans un restaurant. Souvent, ça m'arrive au restaurant. Tu vas souvent dans le même restaurant. En tout cas, c'est mon cas. Et il y a quelqu'un qui dit, mais ça fait plusieurs fois que je te vois. Ah, tiens, tu sympathises, tu échanges ta carte, cette personne devient l'un de tes meilleurs potes. C'est ça. Et donc ça, je trouve que c'est effectivement... Ou un de tes meilleurs clients. Ou un de tes meilleurs clients. Anecdote improbable. Ouais. Je suis à l'aéroport et puis je vois quelqu'un, il s'approche, il me dit « Ah, mais je te connais depuis... je te vois à la salle de sport et tout. » Et donc, je dis « Ah oui, c'est vrai, toi aussi, ton visage m'est familier. » Puis on commence à papoter. Et puis il me dit qu'en fait, il est à la recherche d'un bien pour de la location. Et aujourd'hui, cette demande s'est transformée en achat. Ok. Improbable. Improbable. Mais tu vois, tout compte. Et dans l'immobilier, un peu dans l'émission, moi, je parle de 5 piliers importants. La connaissance client et le client au centre. Maîtrise des enjeux financiers, surtout techniques, les mécaniques financières, bancaires et tout. La maîtrise administrative et juridique, très important. Le mindset immobilier, d'avoir un état d'esprit de croissance, de voir les opportunités et tout. Et le dernier, mais c'est le plus important, c'est les compétences sociales. C'est comment tu sais créer du lien et la réputation
qui met des années à construire, mais une seconde à détruire. Exactement. Donc, je vois que toi, sur ça, tu es très au point. Pour poursuivre maintenant encore sur le rapport qualité-prix. Effectivement, quelqu'un qui est pressé de vendre, il sera prêt à faire des concessions. En cas d'une succession peut-être qui se déroule d'une manière ou d'une autre, ben ça peut générer des opportunités aussi. Mais parfois, il y a d'autres choses qui se passent sur le marché où les vendeurs qui vendent leurs biens, leurs biens adorés, leurs biens dont ils tiennent parce que bah, ça a été transmis ou ils ont durement travaillé pour l'acquérir. Comment est-ce que certains propriétaires perçoivent la valeur de leurs biens et comment ça impacte les ventes en fait? Alors, de manière générale, j'ai l'impression que les propriétaires ont tendance à surévaluer leurs biens parce que ils se font très mal conseiller, donc par des personnes qui sont pas du tout dans le domaine, mais qui ont entendu des transactions, etc. Donc, se disent non, ton bien, tu peux le vendre à tel prix, ou ils sont gourmands en fait. Ouais. Et donc bah, après à juste titre, hein, je veux dire si tu peux vendre quelque chose à 1 million, pourquoi tu le vendrais à 500 000? C'est ça. Donc je peux comprendre. Mais pour moi le plus gros problème c'est qu'ils se font très très mal conseiller. Et je trouve en fait que à la fin de la journée ils sont perdants parce que par exemple si ils décident de vendre leur bien à 100 millions et qu'en fait sur le marché il vaut on va dire 70 millions, Ouais. et qu'ils refusent une offre à 70 millions, plus le temps passe, plus ils auront pas d'acquéreur, et en fait, plus les chances de le vendre à moins de 50 millions ou à 50 millions sont importantes, quoi. Oui, ça c'est hyper important parce que ça c'est un terme que je répète souvent dans l'émission, c'est l'aversion à la dépossession. Je t'en parlais un peu en off parce qu'en fait ce terme je l'ai adoré, je l'ai appris il y a 2-3 ans et en fait c'est le fait de surestimer la valeur de ce qu'on possède et donc de nous empêcher de le vendre au juste prix et donc de garder une possession de quelque chose de manière plus longtemps que logique entre guillemets. Et en plus ils sont perdants parce qu'en fait si tu vends ton bien à 70 millions, si tu le réinvestis de manière intelligente, tu peux gagner beaucoup plus, quoi. Exactement. Sur le long terme. Donc, et alors que si tu as attendu 3 ans pour le vendre et que même après 3 ans, le prix de marché c'est peut-être 70, 75, t'as perdu 3 ans pour gagner que 5 millions, alors qu'en plaçant tes 70 à 4-5% pendant 3 ans, tu gagnais plus. Ou en réinvestissant dans un terrain ou dans un autre appartement qui génère des loyers, tu gagnais plus. Donc en fait, l'enjeu, moi, qui m'intéresse aussi en tant qu'acteur immobilier, c'est la rotation de tes actifs. Savoir faire tourner tes actifs, tu achètes, tu gardes un temps, tu vends au bon moment, sans s'attacher à chaque fois. Parfois, tu t'attaches, il n'y a pas de souci, la maison familiale, etc. Mais je parle là d'investissement locatif. Moi, j'ai vraiment été impressionné dans ma vie par ceux que j'ai croisés qui savaient vendre au bon prix, sans émotion. Je me dis, mais comment tu fais pour vendre ton bijou? C'est un top. Il dit, mais je suis en haut du marché. La crise, elle peut arriver à tout moment. J'ai gagné mon profit, je prends ma plus-value, j'ai déjà d'autres idées pour la suite. Si tu as des clients qui ont cet œil investisseur comme ça? En fait, c'est une anecdote, mais je sais pas si j'en parle maintenant ou pas, parce que c'est. Vas-y, raconte-nous. Tiens, vas-y. Si t'as une grosse anecdote, vas-y, dis-nous. C'est intéressant. En fait, c'est une des transactions. Enfin, c'est la transaction qui m'a le plus marquée, parce que déjà en termes de prix de vente, c'était en tout cas la transaction la plus importante, parce qu'en fait dans les transactions que je faisais, j'arrivais jamais à dépasser le milliard de francs CFA. À peu près 1,5 million d'euros. C'est ça. Donc j'étais à peu près dans des transactions de 900 millions, etc. Et donc un jour, j'ai une consoeur qui m'approche, parce qu'on travaille beaucoup entre agences, et qui me parle de ce bien en vente à Cocody Ambassade. Et c'est en vente par une succession. Et en fait, il y avait des problèmes entre les ayants droit qui faisaient que en fait le bien était en vente, mais il n'arrivait pas à se vendre. Et donc du coup, je lui ai demandé si finalement ils avaient pu régler et tout. Et puis elle m'a assuré que c'était bon, que tout le monde voulait vendre, etc. Voilà. Et en plus, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc je trouve l'acquéreur. Et mon acquéreur fait une offre. Et il s'avère qu'en fait, les propriétaires, donc, ils reçoivent également 2 autres offres. Et l'offre de mon acquéreur est la plus basse. Donc, du coup, il refuse cette offre. Et ma consoeur,
Elle est très déçue, donc elle me dit c'est dommage et tout. Et je lui dis comme ça, je lui dis t'inquiète pas, c'est nous qui allons vendre ce bien. Je désespère pas, je sais que nous allons vendre ce bien. Elle m'a dit ah bon? Je dis oui, je le sens. Et donc on laisse des mois passer, donc 6 mois après, j'ai ma consoeur qui revient vers moi et qui me dit que les propriétaires demandent si l'offre de mon client est toujours d'actualité. Et donc du coup je retourne vers mon client qui est toujours OK pour acheter le bien au prix qu'il avait proposé. Et donc là, coup de théâtre. Ensuite, c'est une transaction qui prend encore du temps parce que comme c'était une succession qui avait, je crois, 50 ayants droit, qui n'étaient pas forcément tous là, enfin, c'était très, très compliqué, très lent. 50 ayants droit. Puis, je pense que tu t'as entendu parler de la lenteur et de la lourdeur administrative en Côte d'Ivoire. Donc, ça a pris énormément de temps. Donc, en tout et pour tout, la transaction a dû durer au minimum un an et 2-3 mois. Et finalement, on a signé, on a vendu. Et donc, ça a été marquant. Pourquoi? Parce que, premièrement, le prix de vente était d'environ, je vais dire en euros, d'environ 4,5 millions d'euros. Waouh. Et du coup, moi, c'est pas des montants auxquels j'étais habituée. Et c'est plutôt des montants que je voyais dans les émissions. Et je me disais, waouh, c'est incroyable. Ils vendent des biens à 5 millions. Dans les émissions sur Netflix. Exactement ça. Ils vendent des biens à 5 millions d'euros, 10 millions d'euros. Quand est-ce que je vais pouvoir faire ça? Et puis finalement, ça arrivait plus vite que prévu. Donc, le montant. Ensuite, c'était ma transaction qui avait duré le plus. C'était la transaction où il y avait eu le plus de rebondissements. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis en train de revendre ce bien. Donc l'acquéreur que j'avais trouvé a décidé de vendre le bien. Donc tu parlais de rotation justement, bien sûr. Et je trouve ça très intéressant. Donc je pense que pour l'instant ça va être la vente qui va le plus me marquer, quoi, parce que. Et le prix de marché, on sait jamais à combien ça va se vendre, mais le prix de marché théorique il a augmenté entre temps. Oui, il a bien augmenté. On pourrait imaginer combien de plus-value théoriquement. Je sais pas si je pourrais te. Mais en tout cas, c'est sûr facilement. qu'il en sortira plus que ces 4,5 millions €. Ah, complètement. Ok. Mais de loin. Parce que c'était il y a combien d'années à peu près? 2-3 ans. Ah oui, c'est vrai. En plus, là, la Côte d'Ivoire, sur ces 3 dernières années, c'est phénoménal. Et puis, en plus, le quartier, c'est un quartier qui est... Ouais. Et comme mes amis ivoiriens, à chaque fois, ils me disent, il y a eu la CAN aussi. Aussi, mais bon, je sais pas si ça a vraiment... Non, mais c'est pour taquiner qu'ils disent ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ils me disent, oui, mais on a gagné la CAN. Okay. Bon, après, on est l'un des meilleurs pays d'Afrique de l'Ouest. Hein. En termes de foot? En termes de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en tout cas, niveau économique, niveau infrastructure, niveau sens des affaires, ce que tu vois en Côte d'Ivoire, moi, je suis à chaque fois impressionné parce qu'on est ouvert aussi. Ouais, c'est vrai. On est un pays qui est très ouvert. Beaucoup d'ouverture. Non, c'est vrai. Et je trouve que, en tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas connu l'Afrique et qui veut investir et qui veut se lancer dans d'autres activités que même l'immobilier, je trouve que la Côte d'Ivoire fait partie des 3-4 pays, en tout cas en ce moment en Afrique de l'Ouest, qu'il faut absolument mettre sur ton itinéraire. Ok, top pour cette belle transaction et bravo, parce que franchement, sans indiscrétion, tu avais quel âge à l'époque de cette transaction? 33, 32. Donc voilà, à 33 ans, faire une transaction à 4,5 millions d'euros, comment t'as géré? Je suis pas la seule, je suis pas la seule. Non mais, peu importe, moi je gère que toi tu l'as fait et c'est déjà extraordinaire. Comment t'as géré en termes de mindset à cet âge-là, une telle transaction, la gestion des émotions, des personnes, du stress parfois, comment t'as piloté tout ça? Moi, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et comme je t'ai dit, j'ai dit à ma consoeur, on vendra ce terrain. Et ce bien immobilier. Et on l'a vendu. Faut rester calme, en fait. Parce qu'il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des problèmes. C'est comment tu gères face à ça, en fait. Et il faut forger son esprit. C'est-à-dire que quand tu entreprends, je pense qu'il faut ce qu'il faut vraiment avoir, c'est être passionné dans le domaine dans lequel tu entreprends. Et ensuite, moi, la chose que j'ai en plus, c'est que je le fais par choix. Donc en fait, quand je suis face à des difficultés ou à des obstacles ou des blocages, j'essaye de me recentrer et de me rappeler en fait que j'exerce ce métier premièrement parce que je l'aime et parce que je l'ai choisi en fait. Donc
c'est la vie en fait. Et la passion. Faut arriver à surfer en fait sur les moments, les hauts et les bas. Et j'aime bien le dicton qui dit que à celui qui a un vrai pourquoi, il est capable d'accepter n'importe quel comment. Exactement. Et je te rejoins parfaitement parce que que ce soit dans l'immobilier ou dans l'hôtellerie, dès que j'ai un obstacle, moi, étant donné que c'est ma passion, c'est juste une journée de travail en plus, il faut gérer. C'est ça. Ouais. En fait, le quotidien d'un entrepreneur, c'est de gérer des problèmes du début jusqu'à la fin, quoi. Super. Donc, en tout cas, on a vu... Et puis, si je peux me permettre, moi, je suis très solution oriented. Ouais. Moi, j'aime pas m'étaler sur les problèmes. J'aime trouver des solutions. J'aime qu'on avance. Ouais. Et je pense que ça, sur le continent, on va me dire partout, mais je veux dire plus qu'ailleurs, si on se concentre sur les problèmes, on n'a pas fini. Ah ouais. On peut parler de là, on commence aujourd'hui, on est vendredi, on peut parler jusqu'à l'année prochaine. Exactement. Mais si par contre on commence à dire, ok, comment on fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu me proposes? Dans combien de temps tu peux le faire? Qui peut prendre le relais? Mais en fait, on gagne beaucoup de temps. C'est ça. Et on gaspille moins d'énergie. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'éviter au maximum les conversations de posture. Qui a tort? Qui a raison? Comment on devrait faire? Comment on aurait dû faire? Peu importe. Dis-moi là, dans tes capacités, qu'est-ce que tu peux faire pour nous solutionner cette situation? Je suis d'accord avec toi. Clairement. Donc, juste pour faire un petit récap, on a fait la localisation comme étant un peu un point très important et c'est une évidence. Hein. En 2, tu as parlé du rapport qualité-prix. Et je pense que dans le rapport qualité-prix, il y a vraiment la localisation, le quartier, le côté UP du quartier aussi. La qualité du bien. La qualité du bien aussi, qu'on rajoute absolument. Tu peux nous dire un mot là-dessus sur la qualité du bien. Qu'est-ce qui, aux yeux de tes clients, constitue des facteurs de qualité? Bon, les matériaux utilisés déjà. Ouais. Puis il y a un problème qu'on a souvent, c'est que il y a beaucoup de défauts de construction. Tu sais, il y a plein d'immeubles qui poussent, il y a plein de maisons qui poussent, mais malheureusement, la qualité des maisons et des biens proposés baisse de manière générale. Et donc vraiment, les gens, ils sont sensibles à des finitions qui sont à des bonnes finitions. Et quand moi je parle de qualité du matériel et des matériaux utilisés, je ne parle pas en termes de prix. C'est-à-dire que par exemple, il y a des carreaux que tu peux acheter, je sais pas, à 6 000 francs le mètre, qui font moins cheap que des carreaux à 15 000 francs le mètre. C'est une question de coloris, goût. bien sûr. Voilà, ouais. Et puis c'est aussi savoir, parce que souvent aussi le problème et l'erreur que les promoteurs et les propriétaires commettent, c'est que ils construisent en fonction de leur propre vision, goût personnel, goût, en fait. etc. Alors qu'en fait, ils devraient se demander ce que le marché recherche. Et c'est vrai que je dis souvent, c'est bien d'intégrer une agence dans un projet immobilier, parce que l'agence pourra te dire, vu qu'elle est sur le terrain, elle pourra te dire exactement ce que les locataires ou les futurs acquéreurs cherchent. Je vais donner un exemple très simple. Les gens aujourd'hui, ils font des appartements ou des villas sans, par exemple, proposer une chambre pour le personnel. Enfin, je vais juste, encore moins les villas, mais je vais juste parler des appartements. Ok, tu fais un appartement de 3 chambres, donc pour les parents, une chambre, allez, 2 chambres pour les enfants. Mais tu mets où la nounou? Donc même si par exemple elle ne dort pas sur place, il y a un moment où elle doit en fait se reposer, pouvoir se poser, etc. Bien sûr. Tu l'as mis où? Donc ils pensent pas à faire une chambre de service, mieux une douche de service. Ils pensent pas à inclure une cave, par exemple. Mais ça c'est des atouts et c'est des éléments importants qui déclenchent la location ou qui déclenchent la vente. Mais ils y pensent pas, parce que finalement ils sont pas du métier et ils se mettent pas à la place finalement de la personne à qui ils veulent louer ou vendre le bien. Et là tu fais état du tout premier point que j'ai mentionné tout à l'heure, le client au centre. Exactement. Et bien souvent c'est l'utilisateur final du bien immobilier. Exactement. Que ce soit résidence secondaire, t'investis, tu vas y venir de temps en temps, ou que ce soit le locataire qui lui est exigeant. Moi, j'adore les visites avec des locataires. Ils sont sans pitié. Ils rentrent, un tour de regard, et puis ça part en ça, c'est n'importe quoi, etc. Mais à juste titre, parce que payer un loyer, c'est en fait
je m'excuse du terme, mais c'est un peu jeter de son argent à la fenêtre. Tu vois, parce que par exemple ici il y a pas beaucoup de, je crois qu'il y a très peu de location-vente par exemple, donc en fait tu payes un loyer que tu vas jamais récupérer. Donc quitte à perdre de l'argent, autant que ça soit pour un pour un bien de qualité. Moi je peux les comprendre. Hein. Et puis surtout eux ils regardent leur intérêt à très court terme. Ils sont pas là pour se projeter sur du long terme, ils veulent habiter tout de suite dans les conditions qu'ils veulent et dans le maximum de confort. C'est ça. Donc oui, ça je comprends absolument que la qualité du bien elle est cruciale autant que la localisation. Et ensuite, on a évoqué aussi les facteurs liés à l'empressement du vendeur. Plus le vendeur se presse, s'il y a une complexité particulière ou s'il a besoin d'argent pour un autre projet, forcément, il va avoir un regard différent et il sera peut-être prêt à faire des concessions, ce qui va déclencher une opportunité. Et il y a aussi un point que je voulais aborder avec toi, c'est sur le loyer. Parce que dans le rapport qualité-prix, il y a aussi le fait de me dire peut-être que j'achète au prix du marché, voire un peu plus cher, mais j'ai décelé une grosse opportunité de loyer. Toi, comment est-ce que tu fais avec tes investisseurs et tes acquéreurs pour pouvoir vraiment vous assurer ou détecter que l'opportunité de loyer est bonne? C'est une très bonne question. Déjà, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre pourquoi l'investisseur, quelle est sa réelle motivation. Est-ce que parce qu'il y en a en fait qui veulent du rendement locatif, mais ils ne cherchent pas non plus à maximiser ce rendement. Ils se disent bon, moi j'achète ce bien, je veux juste pouvoir le louer, et puis en fait je vais mettre le nom de mes enfants, de ma femme, je vais créer une SCI pour eux, et vraiment je cherche pas à maximiser. C'est pour plus tard s'ils veulent le revendre, ou etc. Donc en fonction en fait de l'objectif de l'investisseur, on pourra mieux orienter sur la bonne zone qui offrirait le meilleur loyer qu'il recherche. Je sais pas si je réponds à ta question. Bien sûr. Et moi je trouve que déjà quand tu as dit tout à l'heure de mettre le client final au centre, c'est important. Et tu l'as dit d'une autre manière, et ça c'est un vrai takeaway comme on dit en anglais, un vrai memento que je veux garder, c'est pourquoi pas inclure les agences immobilières qui font de la gérance locative dans le processus de conception du promoteur. C'est ça, ou même des agences, même si elles font pas de la gérance locative, les agences qui cherchent des biens acquéreurs, bien sûr, pour de la location, tu vois, parce que c'est différent ça. Oui, tout à fait. Je pense que oui, qui font juste du one shot. Je trouve un locataire mais qui font pas la gestion. C'est ça. Voilà, tout ce qui touche au monde de près ou de loin à la location, je trouve que c'est, tu as parfaitement raison, très pertinent d'intégrer. Même pour la vente, hein. Bien sûr, parce qu'en fait, l'idée c'est de se dire, ce serait dommage de se passer à côté des services de ceux qui tous les jours parlent à des locataires. Et ça demande beaucoup d'humilité, parce que souvent quand tu conceptualises et quand tu as le pouvoir de payer, tu te dis, vu que j'ai le pouvoir de payer, j'ai aussi le savoir. Non, tu as le pouvoir de payer, mais il y a aussi des experts qui sont sur le métier, qui ont accès aux clients tous les jours, qui peuvent contribuer. Et puis après, tu vois, en fonction de la relation que tu crées avec l'agence, c'est des conseils qu'on donne gratuitement. Hein. Bien sûr. Donc, je veux dire, il suffit juste de demander. Oui, passer ça crée la relation. Envoyer un petit message, et puis voilà. Bien sûr. Parce que c'est des réponses qui sont assez faciles à donner, en fait. Et puis, il y a une chose aussi qui se produit, que je constate de mes yeux, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est l'abondance de construction, l'abondance de nouveaux projets qui créent naturellement une concurrence. C'est-à-dire que maintenant, les acquéreurs ont du choix. Donc, le promoteur ne peut plus juste arriver et dire, on a un inventaire de 4 appartements, soit tu prends, soit merci, bonne journée, au revoir. Aujourd'hui, les acquéreurs vont dire, ah ben non, mais j'aime pas votre finition. J'aime pas la hauteur sous plafond. Je n'aime pas le niveau de luminosité. Je n'aime pas la manière dont la salle de bain a été agencée. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, le promoteur, soit il se pose des questions, s'il a un gros inventaire à vendre, et va se dire, mince, on a mal conceptualisé, qu'est-ce qu'on peut modifier ou autre, ou soit, il est voué à l'échec, parce qu'en fait, les clients redeviennent, je mets des guillemets, rois. Parce que si on parle de promoteur et de promotion immobilière, on est principalement sur un segment, dès lors où tu parles de quelqu'un qui achète un bien à partir de, je vais même mettre 50 millions, 50 millions pour un promoteur, ça peut lui paraître être un montant qui est faible, mais en réalité, pour quelqu'un qui travaille, indépendamment de où il travaille dans le monde, c'est un gros montant. Et en fait, cette clientèle-là, qui investit dans l'immobilier, que je côtoie et avec qui je parle, ou certains que j'invite dans mes émissions, eux, en fait, ils mettent pas leurs 50 millions sans avoir un regard objectif, et qui plus est, quand il y a plusieurs choix sur le marché. C'est surtout ça mon point. C'est quand tu as du choix,
tu deviens encore plus exigeant, quoi. Mais c'est paradoxal parce que justement, on dit qu'il y a plus de demandes que d'offres. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de demandes sur des biens ultra rentables et dans certains quartiers. C'est ça. C'est vrai. Mais je pense que c'est important d'apporter la nuance, justement. Mais après, la demande dans ces quartiers-là et pour ces produits-là, qui est un petit peu des produits de niche, n'empêche pas que ces investisseurs, en attendant de trouver la perle rare, ils continuent d'acheter, en fait. Ils continuent de venir sur le marché. Et ça doit rendre ensuite la nécessité de ce que toi tu fais, l'intermédiation. Eh ben, en fait, ça fait gagner du temps à tout le monde. Parce qu'en fait, ça évite le processus de aller sur un marché qui est vaste et de toquer à toutes les portes, d'appeler toutes les brochures commerciales. Toi, tu fais éviter ce temps-là à tes clients, non? Oui, complètement. Oui. En fonction de, encore une fois, ce qu'ils recherchent, je vais les orienter vers les meilleurs investissements, les meilleurs projets. Et dis-moi maintenant... Enfin, c'est ça notre valeur ajoutée. Bien sûr. Le gain de temps, le tri, le filtre, c'est... Moi, je m'imagine... voilà, je vais prendre un exemple pour voir comment toi, tu aborderais le sujet. Si tu reçois un investisseur qui n'a jamais investi sur le continent africain, qui a jamais investi en Côte d'Ivoire, donc de facto, et qui vient te voir en disant j'ai un budget de X millions de francs CFA, je veux investir. Voilà, donc lui, il est seul, il a cette idée, il a vu sur des reportages sur YouTube que l'Afrique c'est l'avenir. Qu'est-ce que tu lui recommanderais à lui pour faire bon usage de son argent? Alors déjà, moi je pars du principe que investir dans l'immobilier doit s'inscrire dans un projet de vie. Quelqu'un qui me dit voilà j'ai une enveloppe de temps et que je veux juste investir, je vais dire non, il faut que tu creuses un peu plus, il faut que tu te poses certaines questions. Est-ce que c'est le seul investissement que tu veux faire? Est-ce que c'est le premier investissement que tu veux faire avant d'en faire d'autres? Pourquoi tu le fais? Enfin, il faut vraiment que cette personne puisse déjà répondre à ces questions-là. Ensuite, je vais lui dire il faut que tu te trouves. Donc là, on parle bien de quelqu'un qui est à l'étranger. C'est ça. Donc, il faut que tu te trouves une agence ou un partenaire en qui tu as confiance. Ça, c'est hyper important. S'il n'y a pas de confiance, ça peut pas fonctionner, ça peut pas marcher. Et donc, une fois que tu sais pourquoi tu veux investir, dans quel cadre cet investissement s'inscrit, que tu as une agence en qui tu as confiance, ça se déroule. Et que tu sais combien tu peux investir et combien tu veux gagner aussi. Et je te pose une question qui va peut-être te paraître évidente, mais à quel point est-ce important pour cet investisseur de venir sur le terrain et de voir de lui-même versus de déléguer et de sous-traiter à distance? C'est toujours mieux de voir de ses propres yeux parce qu'il y a sûrement des choses que lui, il verra que une autre personne n'aura pas pensé. Mais après, moi, je pense que honnêtement, si t'as vraiment dans l'immobilier en tout cas, si t'as une agence en qui tu as confiance, qui peut te faire des vidéos, des appels vidéo, qui peut t'envoyer toutes les informations, donc en termes de documents, toutes les informations en termes de localisation et tout ce qu'il y a à proximité. Si t'as ce type de relation avec une agence qui est plus ou moins organisée, t'as même pas besoin de venir. Et surtout que lorsqu'une opportunité se présente pour l'acquisition, par exemple, d'un F3, F4, bien placé, bien proportionné, bon étage, bonne luminosité, celui-ci va rester combien de temps sur le marché? Non. Honnêtement, moi, je pars du principe que tant que la transaction n'est pas signée, donc le bien il n'y a pas signature de l'acte de vente plus paiement, pour moi, le bien est toujours en vente. Mais si ta question, c'est combien de temps il se passe entre le moment où le bien est mis sur le marché et qu'il y a une offre qui est acceptée, si le bien il est de qualité, avec une très bonne localisation, max en un mois, max. Mais j'ai même envie de te dire. Mais après, ça peut prendre plus de temps parce qu'il y a d'autres réalités du fait de la lenteur et de la lourdeur administrative. Quoi. Et moi, ce sur quoi je veux, en complément de ce que tu dis, insister, c'est qu'il y a des biens c'est presque du off-market où en 24 heures, c'est parti. Ça veut dire que il y a des biens type, surtout les biens les moins chers, bien placés, un F2, F3, pas très grand, avec un bon rendement, plutôt bien fini. Mais parfois, c'est le matin, il est mis sur le marché, le soir, il est revendu.
C'est ça. Parce que tu as des acteurs qui ont cette capacité aussi. Complètement. Et là, t'as utilisé un mot que j'adore, le off-market. Ouais. Parce qu'au sein de mon agence, je m'occupe principalement des transactions off-market. Tu peux nous décrire qu'est-ce que le off-market? Le off-market, en gros, c'est une vente où le propriétaire est... Enfin, on parle de off-market pour tout ce qui est discrétion. C'est-à-dire que le propriétaire, il veut pas que on sache qu'il met en vente sa villa. Et en Côte d'Ivoire, avoir de l'argent, c'est tabou. Pas qu'en Côte d'Ivoire. Bon. Donc, tu as parfaitement raison. C'est tabou. Ouais. Donc, en général, plus tu en as, Ouais. quand tu le gagnes de manière honnête, Ouais. moins tu le montres. Tu es dans une quête de discrétion. En C'est général. vrai. Et en tout cas, moi, mes clients, ils veulent pas du tout que l'on sache que ils vendent ou qu'ils achètent un bien immobilier. Et moi, ça, j'adore, parce que je m'éclate. Et on reste quand même dans une culture plutôt francophone, Complètement. avec tous les principes de discrétion qui C'est ça. sont associés à ça. Par on exemple, n'est au pas aux Nigeria, ou au Nigeria, vu mm. qu'on est en Afrique, au Nigeria, plus tu as de l'argent, plus tu dois le montrer. C'est vrai qu'il y a des vraies différences Ah, mais culturelles. complètement. Et tu sais, c'est drôle ce que tu dis parce que même quand tu vas sur les réseaux sociaux, les agences immobilières au Ghana, les agences immobilières au Nigeria mettent beaucoup plus en avant l'aspect luxure, les prix, les montants, de manière très claire. Oui, Alors que souvent, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Bénin, je vois prix sur demande. c'est ça. Contactez-nous, C'est ça. etc. Tu vois ça aussi ou pas? Complètement. Mm. Mais complètement. Et non, c'est tabou. C'est tabou d'avoir de l'argent, c'est tabou de montrer son argent. Non. Et je pense qu'on a vraiment hérité ça de la France. Parce qu'en France aussi, avoir de l'argent, c'est problématique. C'est vrai, c'est très très vrai. Ça, on en connaît des contenus qui parlent de ça très bien. Donc moi, je vois ce que tu veux dire. Donc déjà que le propriétaire, le futur acquéreur qui vient de la diaspora par exemple, sache exactement ce qu'il veut. Et pourquoi Et qui se pose des questions du pourquoi. Ouais. Et ensuite qu'il puisse se faire bien entourer, bien conseiller, prendre des bonnes références. Bien accompagné. Et est-ce que tu serais OK de rajouter, de pas tomber dans l'effet de mode et de la précipitation de vite, il faut investir parce qu'il faut investir. Complètement. Ouais. Et pour moi, ça rejoint le premier point. Pourquoi tu le fais vraiment? Est-ce que tu le fais par, comme tu as dit, par mimétisme, ou tu le fais vraiment parce que cet investissement s'inscrit dans un projet de vie ou dans une vision que tu as? Et j'aimerais te poser une question d'ordre général, notamment concernant le rapport au financement bancaire. Toi, lorsque tu accompagnes un acquéreur pour un projet ou que tu accompagnes un vendeur pour son bien, raconte-nous quelles sont les réactions des différentes parties lorsque il y a une acquisition avec un prêt immobilier. Et y compris, parle-moi aussi de la VFA, ça m'intéresse. Ok. Alors, nous, même là, on a des projets en VFA où le promoteur, en fait, en amont, s'est organisé avec leur banque pour pouvoir proposer à des acquéreurs des prêts bancaires avec certaines facilités. Mais il y a des transactions où le propriétaire dit qu'il est hors de question que la transaction ne se fasse pas au comptant. Il y en a qui refusent en fait des crédits parce que justement il y a des retards, parce que encore une fois, je veux encore parler de la lenteur, de la lourdeur administrative aussi dans le système bancaire. Parfois aussi les acquéreurs ne respectent pas leurs engagements, donc non, il y a trop de gymnastique qui préfèrent éviter. Et pour compléter ce que tu dis, je vais exactement dans le même sens. Obtenir un financement immobilier en France et obtenir un financement immobilier au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'est complètement différent. Et bien souvent, les taux aussi, les taux sont complètement différents. Ouais. Et bien souvent, les acquéreurs sont biaisés de ce qu'on connaît en Occident. C'est ça. Et du coup, ils pensent que... parce que souvent, moi, les banquiers en France, ils te disent, signe d'abord un compromis. Et quand tu as ton compromis, on va monter ton dossier et t'inquiète pas, tu auras une réponse. Et si t'as pas de réponse, tu prends un courtier et puis même en dernière minute, tu es capable d'avoir des financements assez rapides. Et en fait, c'est l'inverse. Aujourd'hui, vraiment, sur le continent, je vais prendre le cas du Sénégal et Côte d'Ivoire que je connais sur ce domaine, et on va se référer aussi aux émissions avec les banquiers qu'on a fait, c'est de préparer ton dossier, de préparer ta conversation avec ton banquier et de s'assurer que lui ait préparé la conversation avec sa hiérarchie et sa direction des risques. Parce que c'est pas parce que ton conseiller, il est favorable à ton crédit immobilier que le directeur de l'agence sera favorable et que la direction des risques sera favorable.
Donc déjà, il faut intégrer les interlocuteurs avant d'avoir le courage de se présenter face au promoteur et de lui dire « je te fais une offre à 200 millions ». C'est ça. Toi, ça, tu l'as observé aussi sur cette différence de traitement du crédit bancaire entre les deux contextes? Alors, en toute transparence et honnêteté, je maîtrise pas du tout ce qui se passe en France ou quoi que ce soit, mais ce que tu viens de dire par rapport à la Côte d'Ivoire, en tout cas, est très juste. Ouais. Et ça, moi, je connais des promoteurs maintenant qui, comme tu l'as dit, je veux plus entendre parler de prêts immobiliers parce que eux sont déjà à flux tendu sur leurs encaissements. Ils sont vraiment ric-rac. Et si en plus ils ajoutent une autre incertitude de quand est-ce que j'aurai mes décaissements, c'est incroyable. Parfois, il y a même des cas où ton crédit a été accepté, ta notification, mais par contre, le décaissement peut prendre du temps. C'est ça. Et ça aussi, c'est une incompréhension vis-à-vis des acquéreurs qui se disent, mais j'ai tout fait, mais ça prend du temps. Je voulais juste rebondir, c'est pas sur le crédit, mais c'est sur le fait de, quand tu parlais des promoteurs, en fait, qui avait un problème avec le décaissement, en fait, Oui. On travaille sur un projet où, en fait, donc pour réserver le bien, le promoteur demande le paiement de 10% du prix de vente, donc pour réserver. Et ensuite, il donne un laps de temps, environ entre 3 et 6 mois pour régler les 90% qu'il place sur un compte séquestre rémunéré. Voilà, c'était juste ça. Et donc, pour éviter, en fait, c'est-à-dire que, imaginons le bien l'appartement coûte 100 millions. Oui. Donc, pour pouvoir réserver ton bien, il faut que tu payes 10 millions là, maintenant. Ok. Et donc, une fois que tu payes les 10 millions, ton bien, il est réservé. Ok. Et tu as 6 mois pour payer les 90 millions. Et donc, une fois que tu payes les 90 millions, en fait, l'argent est versé sur un compte séquestre oui. rémunéré. Donc, en fait, c'est une manière pour le promoteur de pas courir derrière les fonds, et puis pour l'acquéreur, en fait, de faire travailler son argent, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il immobilise 100% de la somme. Ça, c'est pour les VFA. Donc, les ventes en état futur d'achèvement. Oui. Donc, les ventes sur plan. Oui. Ça, c'est pour que tout le monde y gagne, en fait. Et ça, aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Hein. Ouais. Et ça, en Côte d'Ivoire, je peux te dire qui le fait. Par exemple, Kofi Diabaté Okay. Donc, c'est un très grand cabinet d'architectes qui a aussi une branche development. Okay. Donc, promoteur. Et c'est sur Abata Village. Et donc ça, je trouve qu'effectivement, c'est très pertinent comme modèle. Mais encore faut-il que les clients aient la trésorerie. Oui. Comme ça, en fait, ça fait un tri. Ouais. On est sûr de... Je trouve que c'est très pertinent, effectivement. Ouais. Moi, je trouve ça... C'était la première fois que je voyais un cas de ce genre-là, de proposer à son client de rémunérer, l'attente. En fait. Ouais, c'est très, très pertinent. Et ça me soulève beaucoup de questions. Surtout que tu vois, dans les promotions et dans les constructions, même à titre personnel, immobilière en Côte d'Ivoire... Je parle que de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je maîtrise. Il y a toujours du retard. Donc en fait là, même s'il y a des retards même s'ils accusent des retards, le client il est tranquille parce que son argent continue de travailler. C'est ça. En tout cas, cette créativité des montages financiers, je trouve qu'elle est très pertinente. Et vu qu'on est sur la VFA, je te pose une question. J'avais observé et j'ai des amis qui ont acheté des appartements en Côte d'Ivoire. Et quand ils m'ont montré l'appartement quand il a été livré, j'ai été surpris. Parce qu'il a été livré quasiment brut de décoffrage juste après la fin du gros œuvre. Et ça, j'avais jamais vu ça au Sénégal. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà vu aussi en Côte d'Ivoire, des promoteurs qui livrent et après c'est à toi de faire tes finitions, tes carreaux, tes sanitaires, etc. Ça existe de plus en plus et surtout dans des zones qui sont, on va dire, un peu plus comment dirais-je, reculées, quoi. Reculées et puis plus modestes, on va dire. Mais moi, en général, notre agence, on travaille sur des projets VFA que avec certains promoteurs. Déjà, avec que 2 promoteurs. Voilà. Okay. On préfère ne pas dire que si le promoteur n'a pas une bonne réputation, parce qu'après nous, c'est trop compliqué pour convaincre. On peut pas. Et donc toi, tu fais autant des transactions sur de la VFA, donc sur du neuf, que sur de l'ancien. Non, je fais plus sur de l'ancien. De l'ancien. La VFA, ça peut être ponctuel ou sur... Oui, j'en fais quelques-unes, mais vraiment mon cœur le type de bien sur lequel je travaille le plus, c'est de l'ancien. Et toi, aujourd'hui, dans ton agence immobilière, c'est quoi les plus gros défis que tu rencontres pour réussir dans ce domaine, en fait? Mais comme j'ai dit déjà, c'est de me faire connaître, moi, personnellement,
dans mon réseau en tant que agence immobilière, trouver sa place sur le marché. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler sur le segment off-market. Troisièmement, c'est en interne, hein, c'est la gestion de ses collaborateurs et partenaires, etc. Parce que le monde de l'immobilier, je parle pas de mes collaborateurs, hein, mais je parle là de certains partenaires. C'est un monde quand même de requins. De requins. Ouais. Et puis on le voit à chaque fois dans le monde entier, le secteur de l'immobilier à chaque fois est un secteur connu pour ça, qui est féroce. Parce qu'en fait, l'immobilier, c'est quoi? C'est l'accès à l'information. Donc, l'information de savoir qui veut acheter, l'information de savoir quel bien est en vente. Donc, en fait, n'importe qui peut faire de l'immobilier. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'apporteurs d'affaires qui vivent que de ça. Et donc, ces gens-là qui sont pas réglementés, ils sont parfois un peu agressifs, un peu gourmands, faut pouvoir savoir avec qui tu travailles et cadrer ça. Ouais. C'est complètement vrai. Et quel rôle jouent les plateformes de réseaux sociaux, la communication en ligne dans ta capacité à faire des transactions réussies? Honnêtement, un rôle assez important parce que surtout pour les locations, là c'est plus, on va dire les pages professionnelles de mon agence. Donc notre présence sur les réseaux sociaux aide beaucoup pour tout ce qui est location. Par contre, moi, ma page personnelle m'aide beaucoup pour mes transactions. Parce que quand, par exemple, j'ai un bon deal et que j'ai envie de le partager sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours des retours. Toujours. Donc c'est incontournable aujourd'hui d'être très visible et d'avoir une communication très pro, quoi. Et tu as embrayé sur la partie location. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fonctionnement de la gestion locative dans ton agence? Quelles sont les tendances un petit peu actuelles sur cet aspect? En général, un propriétaire, il fait appel à une agence parce qu'il a pas du tout envie de devoir gérer la relation avec son locataire, la recherche du locataire, paiement des impôts, etc. Voilà. Donc nous, on est vraiment là pour essayer de faciliter, on va dire, tout ce qui est lié avec la gestion du bien pour le propriétaire. Écoute, ça se passe de manière assez classique, hein. Lorsque le bien est mis en location, nous on s'assure qu'on est aligné avec le propriétaire en termes de loyer plancher. Une fois qu'on a atteint cette étape, on met le bien sur le marché, on organise des visites. Donc on fait des rapports de visite aux propriétaires. On essaie de le faire régulièrement, une fois par semaine normalement, quand ils font leur travail. Ensuite, lorsqu'on a une location qui est acceptée par le propriétaire, on procède à l'état des lieux d'entrée. Donc on fait l'inspection générale du bien. Donc ça va vraiment même de l'interrupteur qui ne marche pas ou la prise qui est défaillante ou la trace de doigt sur le mur. Ensuite, donc il y a tout ce qui est paperasse, contrat de bail, mutation donc de tout ce qui est électricité, eau, paiement, etc. Que on transmet ensuite au propriétaire. Et puis après on gère la relation donc entre le locataire et le propriétaire pendant que le locataire est dans son bien. Puis après il y a l'état des lieux de sortie. C'est ça. Donc vous faites vraiment le plus dur dans la gestion locative, c'est le recouvrement parce qu'il y a des locataires qui ne payent pas. Et donc là c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et même si c'est dur à qualifier, je te pose quand même la question. Est-ce qu'ils ne payent pas par impossibilité de payer ou parfois c'est par manque de temps, par négligence? Comment est-ce qu'on en vient à ne pas payer son loyer dans ces contextes-là? Non, en général, c'est des imprévus. Où on traverse des moments qui sont compliqués. Donc, on n'arrive plus à joindre les deux bouts, quoi, c'est tout. Et vous, comment vous gérez le côté chronophage qui est lié au fait d'essayer de récupérer les loyers et les arriérés de loyer surtout? Et c'est une très bonne question parce que c'est une réflexion qu'on a eue en interne et qui a fait que
parce qu'on était à un moment dans une logique de récupérer le maximum de mandats et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne stratégie, surtout par rapport à l'effectif qu'on a, que j'ai pour l'instant pas envie de changer. Et donc du coup, on a dû définir certains critères. Donc des critères en termes de localisation. Donc si par exemple c'est un bien qui est très excentré, je sais pas, par exemple à Bingerville où c'est compliqué pour nous d'y aller, de se déplacer à chaque fois. Faut en tenir compte. Maintenant on est en train de se séparer de ce genre de gestion. Ensuite il y a le niveau de loyer, parce que si en général les frais de gestion varient entre 5 et 7% en général. Donc si t'as un loyer à 200 000, 7%, c'est pas énorme. Hein. Ça ne couvre même pas tes... voilà. Et oui. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Et donc après on regarde aussi le profil du locataire. C'est-à-dire que si par exemple c'est un locataire qui a toujours été un bon payeur et que là en fait ça fait 3 mois qu'il n'arrive pas à payer, on essaye de négocier auprès du propriétaire en lui disant bon, il est en train de passer un moment compliqué. Voilà le plan de paiement qu'il propose. Est-ce qu'on pourrait lui accorder une chance? Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une solution pour justement l'aider à surmonter ce moment-là? Et de ton expérience et de ton vécu, avec quel niveau de difficulté peut-on rompre un contrat de bail quand on est propriétaire, voilà, et qu'on veut récupérer son bien? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de rapide et facile à faire, ou il y a quand même une juridiction qui fait que c'est complexe? C'est complexe. Okay. Honnêtement, c'est complexe parce qu'il suffit que, par exemple, le locataire connaisse... ce que je veux dire, c'est vraiment pas politiquement correct, hein, mais il suffit que le locataire ait certaines connaissances pour faire bloquer des choses. Enfin, okay. On vit quand même dans un... Il y a une réalité pays à considérer. Où il y a des choses qui se font un peu... Dans l'informel, quoi. Dans l'informel, voilà. Non, Donc, non, c'est des procédures. D'ailleurs, nous, on a horreur de ça. On évite au maximum parce que c'est des procédures qui prennent... c'est chronophage, comme tu as dit. Et en plus, c'est beaucoup d'énergie, quoi. Voilà. Donc, du coup, le choix du locataire, il est crucial, et d'étudier les dossiers. Tu peux jamais savoir. En tout cas, pour limiter le risque, pas pour l'empêcher. Oui. Mais il y a comme tu as dit, il y a des vérifications que tu as fait, etc. Oui. Par exemple, choix, quand quoi. on a des entreprises ou même des personnes qui travaillent en entreprise, on leur demande certaines garanties. Bien sûr. Donc, oui. De toute façon, on peut pas à 100%, annuler le risque, mais l'idée, c'est en fait de faire un choix qui limite le risque. De faire une due diligence, quoi, en fait, aussi, puis d'essayer de voir un peu... Tout à fait. Parce que parfois, en fait, il y a des locataires qui sont connus pour être des mauvais locataires et des mauvais payeurs. Donc du coup, ils se baladent de bien en bien. Et donc du coup, c'est bien d'avoir une relation avec certaines agences, parce que là, vous pouvez justement... Fact-checking. Bah ouais. Tout à fait. Complètement. Et une question sur le type de locataire. J'ai constaté en Côte d'Ivoire et au Sénégal vraiment une augmentation de l'appétit des investisseurs pour les petites surfaces. Donc une chambre salon ou parfois une pièce meublée, et qui sont parfois loués à des très très bons loyers. Est-ce que toi tu as constaté ce phénomène-là, et est-ce que tu as des biens comme ça que tu gères, ou c'est pas du tout quelque chose que tu as constaté? Non, on gère pas de F2, hein. Pas en général, non. Nous, c'est plutôt des F4, F3, donc des 2-3 chambres. Oh, ok, vous êtes sur le positionnement plus familial en fait. C'est ça. Ok. Et généralement, ils louent en meublé ou en vide, ou c'est équilibré entre les deux? Nous, en tout cas, dans notre agence, on fait plus de transactions non meublées. Ok, très bien. Donc, c'est rare d'avoir un appartement F3, F4, non, c'est F5 pas rare, meublé. il y en a, on en a. Oui. Mais je veux dire, c'est pas rare, mais nous, ce qu'on fait plus, c'est des non meublés. D'accord, il y a une raison pour laquelle... Après, oui, parce que le meublé, en fait... c'est une niche qui est vraiment très particulière. C'est vrai que par exemple pendant la Cannes ou pendant les fêtes de Noël ou parfois les grandes vacances, c'est des périodes où tu as une affluence, où tu as une forte demande en termes de meublé. Mais sinon, à part ça, c'est des moments où c'est des périodes creuses et c'est compliqué de dire à ton propriétaire en fait qu'il n'y a pas de locataire, quoi. Donc en fait, on en vient depuis le début à
aux attentes clients. C'est ça. On peut pas meubler un appartement parce que nous, on aimerait le meubler, alors que le marché, il a un conteneur à déménager et il veut un espace vide, quoi. C'est Faut ça, vraiment exactement. se concentrer sur le besoin Après, du je dis client. pas que c'est pas un domaine qui marche pas, mais je veux dire, nous, personnellement, c'est pas, moi, je conseillerais plutôt à mon propriétaire de louer non meublé que meublé. Et il y a une autre chose aussi, c'est le calcul de retour sur investissement avec les meubles. Parce que quand tu fais une location non meublée avec un loyer, admettons, à 1,5 million, et que meublé, le loyer, il est à 1,9 million ou même 2 millions, c'est-à-dire que pour gagner 500 000 en plus, tu as investi X millions de francs CFA de meubles. Et parfois... X dizaines. Oui, et parfois, le niveau d'investissement dans les meubles, c'est le coût d'un petit appartement. Donc, il aurait mieux fallu, à la place de meubler, acheter un petit appartement, le mettre en location, C'est ça. que de s'obstiner à meubler. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai que c'est des calculs où, quand on prend le temps de poser les chiffres sur une feuille, on devient beaucoup plus rationnel. C'est ça. Ouais. Écoute, tu as dit aussi que parfois tu étais amené à faire un peu d'aménagement d'intérieur. Et ça, tu le fais pour tes clients ou tu le fais même pour des tiers? Non, je peux le faire pour des tiers, mais en général, je le fais que pour mes clients parce que c'est pas l'activité que je mets en avant principalement. Mais en fait, là où on apporte de la valeur ajoutée, c'est que on a la capacité, quand on a les fonds, d'aménager très rapidement, en 1 semaine, 10 jours. Ça, j'adore. Moi, personnellement, j'adore ça. Ça, c'est ton ouais, challenge. parce que j'aime bien, voilà, c'est des petits challenges comme ça et ces petits coups d'adrénaline. Et tu arrives à faire produire localement ou tu achètes généralement? Ça dépend des délais. Si le délai est de 1 semaine, 10 jours, impossible. Bien sûr. On va pas dire 1 semaine, on va dire 10 jours max. Mais si j'ai un délai de 1 mois, allez, entre 1 et 3 mois, oui. Là, on essaye de proposer des pièces sur mesure. Et quel regard tu portes sur les locations très courte durée comme Airbnb, sur un marché de l'immobilier en pleine expansion? Quel rapport, toi, ton agence, vous avez avec Airbnb, par exemple? On est sur Airbnb pour certains de nos biens. Je pense que ça apporte une réelle valeur ajoutée pour les particuliers, même pour les agences, quoi. Ouais, non, c'est quelque chose de... C'est une manière, en fait, de faire découvrir ton bien à une plus grande cible. Une plus grande audience. Ouais, Ok. une audience. Alors, on arrive sur la fin de notre épisode. Encore une fois, merci Fabienne d'avoir été dispo. Merci à toi. Et d'avoir accepté de venir dans le podcast. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, une note finale avec laquelle tu voudrais qu'on conclue? Alors, pour les personnes qui sont intéressées à travailler dans l'immobilier, c'est vraiment de le faire que si c'est une passion. Et pour les personnes de la diaspora qui sont intéressées d'investir en tout cas dans l'immobilier à Abidjan, c'est de vraiment le faire avec un réel projet. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste vraiment sur ça. Il faut avoir une vision, en fait. Faut pas juste se dire que faut investir pour investir. Non. Il faut investir parce que on a un projet qu'on construit autour de ça. Voilà. Merci. Merci Écoute, beaucoup. très très bon tips. Merci Fabienne. Merci. À bientôt. À bientôt.